Nous rejoindre pour cette conférence qui a lieu ce mercredi 31 mars sur le thème des modèles de résistance populaire palestiniens que nous aurons l'occasion d'aborder sous deux angles bien distincts, c'est-à-dire un angle politique pour ensuite faire un angle plus artistique. Avant toute chose, bien évidemment, nous nous excusons pour ce changement d'horaire de dernière minute que, comme vous l'aurez compris, s'est imposé en vue de cas de force majeure, malheureusement. Afin d'initier cette conférence, nous commencerons dans un premier temps par une brève présentation de nos organismes. Nous poursuivrons ensuite par la présentation de nos intervenants, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois. Et enfin, nous débuterons par une introduction du sujet avant de céder la parole à nos experts pour conclure avec une séance dédiée aux questions des spectateurs que nous invitons d'ores et déjà à publier à travers le chat de la plateforme. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Enchanté, je m'appelle Dario Pasquini. Je suis président de l'association EMA Sorbonne Nouvelle, étudiant pour le monde arabe de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous sommes une association étudiante apolitique et areligieuse basée à l'université Paris 3, rattachée au département d'études arabes. Notre association, qui s'est inscrite parmi les différentes branches du réseau des étudiants pour le monde arabe, le REMA, se charge de mettre en œuvre des activités et des événements qui mettent en avant l'histoire, la culture et le patrimoine du monde arabe. Et je cède sans tarder la parole à ma collègue Nawal qui va vous présenter l'association Emma Sorbonne. Merci beaucoup. Alors bonjour, je me présente, je suis Nawal, je suis membre adhérente de l'association Emma Sorbonne, dont l'objectif est de faire découvrir la richesse du monde arabe sous tous les aspects, à travers sa culture, son histoire, mais aussi ses nombreux enjeux contemporains. Tout au long de l'année, nous organisons des conférences, des rencontres, mais aussi de la rédaction d'articles et publication de contenus qui seront diffusés sur les réseaux sociaux pour vous inviter à la rencontre de cette culture arabe. Plus encore, Emma Sorbonne permet, grâce au réseau qui est sien, de faire partie interactive, de dialogue et d'échange de conseils et d'aide. N'hésitez donc pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram, par exemple, et à nous contacter pour plus de détails. Je laisse donc la parole à Safa pour l'introduction de la conférence. Merci beaucoup Nawal. Donc je me présente, je m'appelle Safa et je suis présidente de l'association EMA Sorbonne. Donc je vois que Hicham nous a rejoint également, on est au complet et on peut commencer notre conférence. Donc là je vais faire une petite introduction rapide avant de laisser la parole à nos experts comme a dit Dario. Donc quand on pense conflit israélo-palestinien, on pense souvent aux intifadas ou plus récemment aux escalades de violence à Gaza en 2014 ou en 2019. Mais la résistance palestinienne, ce n'est pas seulement résister à une violence armée par la violence. La situation actuelle et l'histoire du conflit donc, révèlent une forme qui est un peu institutionnalisée de la violence contre laquelle les Palestiniens ont développé différents modes de résistance et nous aborderons quelques-uns de ceux-là. Aujourd'hui, donc résister, c'est plus forcément lutter pour la restitution du territoire, ni même parfois pour la solution dite de deux États, mais c'est avant tout la protection, voire l'obtention des droits civiques égaux à ceux des citoyens israéliens. Donc la vie de chaque Palestinien est façonnée par le conflit, c'est un héritage avec lequel il faut composer et une réalité de la vie quotidienne à laquelle on n'échappe pas. C'est Israël qui contrôle les frontières et les mouvements des deux côtés de la ligne verte et entre les territoires palestiniens. Mais c'est aussi l'état civil donc, qui délivre les papiers d'identité et les visas. Et tous les jours, une partie des Palestiniens franchissent parfois plus d'une dizaine donc, de barrières, de checkpoints, de grilles ou de blocs de béton pour arriver à leur destination. Donc le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas seulement un conflit entre deux identités à proprement parler, mais c'est aussi la domination d'un gouvernement sur des territoires qui sont fragmentés par les colonies qui continuent de s'étendre, et en Israël même, puisque des Palestiniens y vivent encore. Aujourd'hui, on a par exemple aussi l'exemple de Gaza, qui est un territoire palestinien en intégralité sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Et de l'autre côté, on a la Cisjordanie, qui est sous contrôle partagé entre Israël et l'autorité palestinienne. Et les frontières entre cette zone de conflit, donc par excellence, et de manière générale, sont très brouillées. Et on compte 7000 Palestiniens qui sont morts au cours des 20 dernières années de ce conflit. Donc ce soir, on a décidé d'orienter notre conférence autour d'un aspect qui est beaucoup moins médiatisé et peut-être moins évident du conflit,
Et il s'agit donc de la résistance populaire palestinienne qui est incarnée par des figures comme vous le savez tous, donc le poète Mahmoud Darwish qui est décédé aujourd'hui, et par la représentation également diplomatique de la Palestine auprès de l'UNESCO, par les actuelles manifestations étudiantes, voire même par la présence de Palestiniens en Israël. Donc, on va essayer d'interroger ces différents modèles de résistance populaire et essayer de définir ce que c'est résister dans les territoires palestiniens comme en Israël. Donc, afin de répondre à tous ces questionnements, nous avons ce soir avec nous donc, 4 intervenants de qualité que je vais présenter tout de suite et dont nous sommes heureux de leur présence. Donc, je vais commencer par vous, Hicham Abouchahla. Vous êtes doctorant en sciences politiques au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques de l'Université de Bourgogne. Et vos recherches portent sur la question palestinienne, notamment sur la trajectoire politique de l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP. Ensuite, vous, Madame Dana Faraj, vous êtes chercheuse en droit et avocate certifiée au barreau de palestinien depuis 2019 et vos recherches portent sur le droit des réfugiés, les droits de l'homme et le droit pénal international. Quant à vous, Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, vous êtes fondateur et directeur de la société culturelle et artistique Al-Rawad, qui a été créée en 1998 dans le camp de réfugiés Haïda à Bethléem, et vous avez pensé à un principe qui est appelé Belle Résistance et que vous allez nous détailler plus tard. Enfin, Madame Camille Ajoubran, vous êtes chanteuse, leader et joueuse de qanoun du groupe Sabrine à Jérusalem et vous avez enregistré plus de 4 albums et effectué plusieurs tournées dans de nombreux pays, dont les États-Unis, la France, la Suisse, la Suède, l'Italie, le Japon, etc. Donc, et avant de céder la parole à nos intervenants, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez d'ores et déjà soumettre donc, vos questions sur le chat et celles-ci seront traitées donc, pendant la séance de conclusion qui sera dédiée spécifiquement à vos questions. Une autre précision, c'est juste de garder les microphones éteints, comme ça il n'y a pas d'interférence et on vous remercie d'avance pour vos questions, de préciser le thème des dernières et l'intervenant à qui vous voulez adresser votre question. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'introduction de notre première discussion qui est plus basée sur la sociologie politique. Et donc, l'un des aspects qui nous intéresse ce soir, c'est la résistance des jeunes, et plus spécifiquement les jeunes étudiants. Et au cours des dernières années, on a remarqué que l'État israélien a lancé de multiples campagnes d'arrestation qui ont été souvent agressives, violentes, contre les étudiants palestiniens. Donc, Madame Dana Faraj, que pouvez-vous nous en dire? Quelle est la forme de cette résistance? Comment s'organise-t-elle? La parole est à vous. Merci Safa, merci à vous tous et à l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer avec vous. Et comme j'ai parlé un peu avant avec Hicham, on a dit qu'elle va commencer pour parler sur la notion de résistance avant que je commence sur l'arrestation des étudiants et la résistance des étudiants. C'est parfait. Monsieur Hicham Abouchahla, la parole est à vous. D'accord. Merci pour l'invitation déjà. Merci pour votre présence. Bonjour. J'aimerais en fait, comme je vous avais signalé déjà, que je ne suis pas spécialiste de la question de la résistance populaire en Palestine ou la question de la résistance non violente. Mais bien sûr, j'avais fait en fait quelques travaux de recherche sur cette question, notamment plus précisément en fait sur la question des grandes marches de retour à Gaza qui a été en 2018. Alors, au fait, qu'est-ce que j'aimerais dire qui, tout à fait, quand vous avez proposé de faire la conférence, vous avez proposé le titre sur la résistance non violente. Et je crois que vous avez remarqué qu'au sein des Palestiniens, cette définition, elle a fait débat. Parce que quand on parle de la résistance non violente, en Palestine, on appelle ça résistance populaire, de manière générale. Même les factions politiques, elles appellent ça résistance populaire et pas non violente. Le terme déjà de dire résistance non violente, c'est en fait de céder à la propagande israélienne qui dit que c'est de la violence, d'accuser la lutte du peuple palestinien et d'essayer de le résumer juste aux violences et pas aux revendications politiques et pas de combat qui luttent les Palestiniens. Et aussi, c'est de céder aux manières de traitement des médias occidentaux, surtout sur la question palestinienne. On parle toujours de mon cycle de violence, la violence a repris, la violence a arrêté,
etc. Et même le langage diplomatique, surtout de l'Union européenne, qui à chaque fois qu'il y a tension ou une agression israélienne, par exemple, contre la bande de Gaza, ils appellent à mettre fin aux violences, sans expliquer c'est quoi exactement cette violence-là, et en oubliant que la violence qui vit le peuple palestinien, elle dure depuis à peu près 100 ans, avec l'occupation israélienne, et de dire aussi que c'est d'essayer d'écarter tous les autres types de résistance qui sont majoritaires. Si on regarde l'histoire de la lutte du peuple palestinien depuis avant 1948, les caractères de cette lutte-là, c'est une lutte effectivement populaire et non violente, et avec des brefs passages des groupes qui étaient armés, qui, moi, j'appelle qu'ils ont mené des actions militaires. Je ne dis pas que c'était de la résistance violente, mais qu'il avait certains groupes, en effet, dans les années 30, et ensuite, en 1965, avec la création des factions palestiniennes comme le Fatah et comme le FPLP et les autres groupes de gauche palestiniens. Donc, on dit en fait résistance populaire en Palestine, c'est effectivement l'histoire de cette résistance, avec des prépassages, comme j'avais dit. Donc, et à chaque fois, c'est le projet colonialiste, c'est le colonie israélien qui impose une certaine violence aux Palestiniens, qui finalement, il prend des mesures plus ou moins avec des actions militaires. Avant la création d'Israël, avant la guerre de 1948, la lutte palestinienne, elle était pendant 30-40 ans une lutte populaire, une lutte, si vous préférez, vous dites non violente. Elle avait une grève entre 1936 et 1939, qu'est-ce qu'on appelle en Palestine la grande révolte arabe. Et face à l'échec de cette stratégie-là, face en fait à la complicité de mandats britanniques et des forces britanniques avec les groupes sionistes à l'époque qui sont formés plus tard l'armée de l'occupation israélienne, il avait effectivement certains groupes arabes qui sont majoritairement bossés par des régimes arabes à l'époque et pour des intérêts des régimes arabes beaucoup plus qu'aux intérêts des Palestiniens. C'est pour cela que 20 ans plus tard, après la guerre de 1948, les Palestiniens ont commencé de s'organiser, où il avait Arafat depuis 1959, et il a annoncé officiellement la création de Fatah en 1965. Ils ont tout à fait appelé à la lutte armée comme une stratégie de la libération de la Palestine. Ils voulaient que les Palestiniens eux-mêmes prennent en fait cela et qu'il ne soit pas juste des cartes et des moyens utilisés par les régimes arabes afin de légitimer leur présence ou pour les intérêts de ces régimes arabes. Et la lutte armée, effectivement, c'était une stratégie qui était adoptée dans la charte de l'OLP. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire. C'était, par exemple, le Fatah, c'est un groupe qui, le seul projet, était sur la lutte armée. Ces groupes qui étaient construits entre Arafat et tous les dirigeants fondateurs de Fatah. Ils n'avaient pas une idéologie. Ils ont refusé de tomber, en fait, à l'époque, les débats idéologiques dans le monde arabe étaient principalement entre panarabisme et frères musulmans. Ils ont refusé de tomber dans ces débats-là. Ils ont dit que leur projet, c'est la libération de la Palestine et par la lutte armée qui faisait en fait parmi les articles de la charte nationale de l'Organisation de la libération de la Palestine. Mais en vrai, il n'avait pas une vraie stratégie de lutte armée côté palestinien de l'OLP, parce que l'OLP est devenu directement, à fur et à mesure, officiellement depuis 1969, comme une forme de gouvernement en exil. Donc, il a commencé à chercher en reconnaissance régionale, tout d'abord, en reconnaissance arabe, et en reconnaissance internationale et de soutien. Donc, il a commencé en fait toute une procédure de politisation, si je veux dire. Et vous savez très bien que le discours révolutionnaire, qu'on va politiser le discours révolutionnaire, donc finalement, la révolution, le discours révolutionnaire, elle est mis à côté. Et même l'OLP, très tôt, au début des années 70, il a commencé en fait à dire
de soutenir comme des expressions comme la lutte ou la guerre populaire du peuple palestinien, comme si en fait ces factions-là, elles ne voulaient plus dire qu'ils adoptent officiellement la stratégie de la lutte armée pour la Palestine. Il faut aussi savoir que dans les années 60, c'était très important pour les Palestiniens d'avoir une visibilité. Donc, on était dans un moment où on n'utilisait pas le mot Palestine. Si vous regardez les archives, par exemple, des journaux comme Le Monde, jusqu'à les années 60, ils n'utilisaient pas le mot Palestine. Ils disaient des réfugiés arabes des territoires. Ils ne disaient absolument pas le mot Palestine. Donc, c'était quelque chose de très important pour les Palestiniens pour avoir une visibilité, parce qu'à chaque fois, malheureusement, quand il y a une violence quelque part dans le monde, ce n'est pas quelque chose qui concerne le Moyen-Orient, quand il y a une violence, on parle dans les médias, il y a une certaine visibilité, il y a même des actions internationales qui arrivent pour résoudre ça, pour discuter, des conférences, etc. Donc, en effet, et les Palestiniens, ils ont obtenu, en effet, l'OLP, il est devenu le seul représentant légitime du peuple palestinien, en grande partie grâce à cette stratégie de lutte armée, si je peux dire, parce qu'il a permis au peuple palestinien de renaître, si j'ose dire, et le mot Palestine, il a commencé d'être quelque chose plus tabou dans les médias occidentaux, et on commençait de parler que la Palestine existe, les Palestiniens elles existent, et ils ont des droits, et c'était la première étape pour discuter quel type de droits et quelle forme de droits ils vont suivre. Ensuite, si on regarde, l'OLP, elle était toujours à l'étranger. Jusqu'à les années 90, l'OLP n'était pas planté essentiellement dans les territoires occupés, en Gaza, en Cisjordanie. Il était toujours à l'exil, donc il était sous le merci des régimes arabes. On voyait qu'est-ce qui était passé en Jordanie en 1970 avec Septembre Noir. On voyait qu'est-ce qui était passé pendant la guerre civile aussi au Liban. Par contre, côté palestinien, c'est pour ça qu'on parle toujours de l'importance de la résistance populaire. En Palestine, dans les territoires occupés à Gaza, en Cisjordanie, il avait en forme des syndicats et des organisations de lutte populaire qui existaient. Et cela, même s'il n'était pas assez visible, on en voyait le résultat pendant le premier intifada qui a duré 5 ou 6 ans et qui a resté en fait sur le même niveau. Tout ça, ce n'était pas le résultat d'un jour ou l'autre, c'était parce qu'il avait ces syndicats qui existaient, il avait ces organisations qui avaient un discours d'indépendance, un discours de lutte, un discours aussi de proposer l'alternative au projet colonial israélien, et il avait cette solidarité entre Palestiniens. Et c'était pas des, comment dire, ce n'était pas des groupes, même s'il avait en fait une certaine sympathie pour ces syndicats avec des groupes politiques palestiniens et des factions politiques palestiniennes, il n'était pas affilié totalement à cela, il ne suivait pas directement les consignes, et bien au contraire, on voyait que l'OLP et Arafat, ils étaient obligés à suivre le mouvement de première intifada, et finalement qu'il a donné les accords d'Oslo, parce qu'en fait, on essaie d'oublier parfois les accords d'Oslo ou la reconnaissance de l'OLP par Israël et les États-Unis, c'est le résultat d'une lutte populaire qu'il était dans les territoires occupés par les gens et pas par les résultats de l'action militaire ou politique de l'OLP qui se retrouvait exilé et ignoré pendant 10 ans en Tunisie avant de pouvoir revenir sur la théâtre politique, si on veut dire. Depuis, en fait, après, il avait la deuxième intifada, donc, qui a été lancée après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade de Mosquée Al-Aqsa, et qu'il était aussi arrivé dans un mouvement dans un moment où le processus de paix il était arrivé à ses limites, et les peuples palestiniens et surtout les dirigeants de l'OLP, ils ont compris que le projet d'Oslo, c'est juste un projet d'autodétermination limitée, et ce n'est pas un projet d'indépendance ou un projet pour donner un État souverain aux Palestiniens et un projet indépendant pour les Palestiniens. Il faut savoir aussi que pendant la première intifada, ça a donné la naissance
d'un mouvement qu'on parle beaucoup aujourd'hui en Palestine, parce qu'on fait, c'est la deuxième force, ou peut-être la première, ça dépend de c'est qui parle, qui est le Hamas, qui était en fait aussi mis pendant la première intifada et qui, elle, continue, même théoriquement aujourd'hui, à soutenir le discours et le projet de la lutte armée. En vrai, juste pour résumer, je ne veux pas être très long pour laisser Dana de dire, si on regarde cette histoire-là de la lutte palestinienne qui passe de populaire avec certains passages, le discours aujourd'hui qu'on parle de résistance populaire ou résistance non violente en Palestine, il vient de pragmatisme politique et ce n'est pas un résultat d'une idéologie palestinienne ou une philosophie. Donc, c'est plutôt influencé par Jean Charb que Gandhi. Et si vous regardez aujourd'hui, la plupart des factions palestiniennes, même y compris le Hamas, et la plupart des organisations palestiniennes, quand ils parlent de la résistance non violente, ils parlent de ça d'un point de vue de pragmatisme politique. Et il n'y a pas un vrai idéologue en fait, de la résistance non violente en Palestine. Et même les factions politiques et les organisations politiques en Palestine ne font pas l'effort pour que ça soit en philosophie. Voilà, je laisse Ada. Merci, Hicham. Merci beaucoup pour cette introduction, Hicham. Dana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci Hicham pour ça. On a dit un mot sur la résistance. Mais bon, je veux juste commencer par dire que la lutte, pour moi, précisément, ce n'est pas une lutte juste pour être égaux avec les citoyens israéliens, comme Safa a dit, mais c'est plutôt une lutte pour la libération de l'homme et de terres palestiniennes. C'est une lutte contre un projet colonial qui a commencé depuis plus de 70 ans. En parlant sur les étudiants et les syndicats étudiants en Cisjordanie, précisément, on parle sur une forme de résistance qui précise pour les étudiants qui utilisent les différentes formes de résistance comme faire une manifestation, des campagnes pour la libération des étudiants ou la libération de tous les prisonniers palestiniens. Pour la résistance par rédiger un mot, par rédiger des lettres, par tous les moyens. Et comment cette manière de résistance est ciblée par l'armée israélienne. Comme au fil des ans, il y a des milliers d'étudiants palestiniens qui ont été détenus pour leur activisme dans leur université. Ils étaient attaqués, leurs bureaux des associations étudiantes étaient aussi attaqués, leurs biens étaient confisqués. Et si on parle actuellement, environ 250 étudiants palestiniens sont en prison israélienne. Il y a aussi des étudiantes aussi. Et d'après Ad-Damir, l'association de soutien aux prisonniers et défense des droits de l'homme, elles disent que la majorité des étudiants ou la majorité des prisonniers sont subis de formes de torture psychologiques et mauvais traitements et les différentes manières de torture et aussi violences même sexuelles, fuites corporelles, harcèlement. Et enfin, la majorité sont accusées des activités politiques, sociales, étudiantes, ou la participation des actions publiques comme des manifestations. Pardon. On parle aussi d'environ 250 enfants qui sont aussi en prison, sont des étudiants d'école. Ces statistiques sont de la majorité des prisonniers qui sont 4400 prisonniers palestiniens en prison israélienne. Si on parle aujourd'hui sur les étudiants qui sont dans l'université de Cisjordanie, sont accusés à l'appartenance à ou à la prestation des services à une association illégale, entre guillemets, pour Israël. Et ça, c'est défini par la loi d'urgence britannique des 45,
et aussi l'ordonnance de la prévention du terrorisme de 48. Alors ici, on peut voir comment Israël a incorporé cette ordonnance britannique dans les lois nationales israéliennes. Les syndicats étudiants palestiniens n'ont pas échappé aux efforts d'Israël pour criminaliser tous les aspects politiques, sociaux, civils, culturels palestiniens. Et comme, par exemple, l'année dernière, une association d'étudiantes était déclarée comme illégale. Et ça veut dire que c'est suffisant pour Israël de détenir une étudiante juste pour être membre de cette association étudiante. Avant ça, Israël essaie toujours de faire les liens entre les organisations d'étudiants ou les associations avec les associations qui disent pour Israël illégal. Ça veut dire que ce sont tous les partis politiques palestiniens, de gauche à droite, qui sont déclarés par Israël comme illégaux. Mais maintenant, par exemple, comme elles ont commencé l'année dernière de déclarer les associations étudiantes elles-mêmes comme associations illégales, ça veut dire que c'est plus facile pour Israël d'arrêter n'importe quel étudiant juste pour le fait qu'il est actif dans une association d'étudiants ou dans les syndicats étudiants. Et normalement, Israël ne s'intéresse pas, ou les juges militaires n'intéressent pas à la nature des liens entre ces associations étudiants et les partis politiques. En conséquence, ça veut dire que assister à un rassemblement d'une association illégale, entre guillemets, ou une association liée à une association illégale, entre guillemets aussi, mettre en place des affiches d'une telle association, rédiger, produire, imprimer, distribuer des publications liées à une association illégale, c'est déclaré tout considéré comme mettant en danger la sécurité de l'État d'Israël. Ça veut dire que si tu mets une affiche pour les jours des terres qui étaient, par exemple, hier, la commémoration des jours des terres qui était hier, et ça veut dire que c'est une action pour Israël qui fait danger la sécurité de l'État. Et ça veut dire que tu peux être poursuivi en tant que criminel ou comme activité hostile et aussi terroriste pour Israël. Dans certains cas, des étudiants ont été inculpés d'accusations aussi déraisonnables, comme danser la danse folklorique palestinienne traditionnelle, le dabka, ou un événement qui était organisé par un syndicat étudiant lié à une organisation illégale, entre guillemets, ou assister juste à projection à un film ou n'importe quoi. En fait, je me rappelle qu'une accusation à une étudiante était juste de participer à un événement contre la privatisation des cafétérias à l'université par l'administration de l'université et vendre le plat traditionnel falafel. C'était mis dans l'accusation de cette étudiante qui s'appelait Maïs Abouroche et je veux parler plus sur Maïs après. Maintenant, je veux lire une lettre qui a été écrite par 4 étudiantes en prison israélienne. C'était un paragraphe à l'occasion du jour de femmes, le 8 mars. Je cite à nos collègues, aux étudiants palestiniens et à ceux du monde entier, depuis le cœur des prisons zionistes, à l'occasion du 8 mars, nous aspirons à la liberté, à la justice et à l'égalité pour toutes les femmes du monde, y compris les étudiantes, à l'intérieur et à l'extérieur des cellules de la prison. Notre bataille est unie car nous combattons toute l'oppression sur la base de genre, luttant contre l'exploitation des classes et le colonialisme fasciste et au premier rang duquel se trouve l'occupation de notre terre. À nos collègues étudiantes qui sont en première ligne de la bataille pour le changement, notre confiance est dans votre lutte et votre résistance, qui illumine le ciel de notre patrie et éclaire la route de la liberté. Pour toutes les femmes palestiniennes, nous croyons que notre lutte sociale fait partie intégrante de la lutte de notre peuple. Et pour la libération de la terre et du peuple, nous sommes sacrifiants, luttons et faisons émerger des combattantes. C'était la lettre de Layan Kayed, Ilia Abou Hajle, Ruba Asi, Shada Tawil, des prisons de Damoun à Haïfa. Les 4 sont étudiantes à Birzeit, à l'université de Birzeit, de sociologie
d'ingénieur et de droit. En fait, cette lettre fait l'aspiration pour nous, moi comme étudiante avant, j'étais graduée il y a 5 ans, et aussi pour tous les étudiants actuels dans l'université. En fait, si on parle des objectifs de l'occupation et l'armée israélienne de détenir les étudiants, c'est principalement briser le moral et détruire l'avenir des étudiants. Briser le moral parce que l'occupation essaye de briser le moral des jeunes Palestiniens, spécialement ceux qui préparent académiquement, afin de les pousser à quitter leur pays, surtout ceux qui sont politiquement avertis et actifs. Parce qu'on sait que quand un étudiant est détenu, elle va passer des ans, elle va manquer des années de licence, elle va être graduée après leurs collègues. Et ça, c'est pas quelque chose de simple pour les étudiants. Et parfois, ça les empêche après de continuer leur activisme. Mais parce que l'occupation, c'est que les étudiants aussi sont les secteurs les plus actifs, les plus dynamiques de la société, et particulièrement à un moment où les partis politiques sont plus ou moins, sont de moins en moins non efficaces. Et ça, c'est malheureusement, bien sûr. Si on parle aussi des différentes manières d'Israël pour éradiquer la culture, éradiquer la résistance des étudiants, on peut voir qu'il y a quelques ans qu'ils ont utilisé une manière un peu différente d'arrestation. C'était en plein jour, dans les campus de Berzet, quand c'était l'arrestation des présidents du conseil d'étudiants, Omar Keswani. C'était l'arrestation plus dramatique quand des forces israéliennes sous couverture, connues aussi comme Musta'aribin, se déguisant comme des Palestiniens, ont pénétré le campus pour enlever les présidents du conseil d'étudiants. Ils ont commencé bien sûr à tirer des balles, des gaz lacrymogènes pour essayer d'affecter tous les étudiants, menacer tous les étudiants et dire que si vous participez dans des activités étudiantes, vous allez être dans la même situation, prisonnier pour 1 an, 12 ans ou plus. Et aussi, comme on sait qu'Israël utilise toujours la détention administrative, que le permettre de détenir n'importe qui pour une durée illimitée, sans inculpation, sans ni charge. Ça dépend aussi sur comment on dit ça, sur le procès judiciaire qu'Israël utilise, qui est tout militaire. Quand on entre dans les procès judiciaires, on voit que les juges, le gardent, tous sont des militaires. Il n'y a pas un système juridique en Israël ou un système de justice. Et ça, c'est aussi le fait que 99 des Palestiniens sont condamnés dans les tribunaux israéliens. J'arrête ici. Après, on peut parler plus sur des cas particuliers des étudiants qui sont actuellement en prison et leur histoire s'il y aura de temps. Merci. Merci beaucoup, Madame Farage, pour cette présentation très pertinente et très instructive. Je laisse dorénavant la parole à mes collègues qui passeront maintenant sur le thème plus artistique de cette conférence. Merci beaucoup. Merci Dario, du coup. On va passer à un deuxième temps de la conférence où on va parler plus d'art et du concept de belle résistance qu'on a évoqué et que Monsieur Abousrour a forgé. Et puis on va parler aussi d'une autre réalité de la situation qui est aussi la réalité des camps et puis de la vie en Galilée, puisque Madame Joubran a vécu en Galilée avant d'aller à Jérusalem. Donc, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Camilla Joubran. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous m'entendez. Ah,
Oui, je vous vois. Voilà, Euh, c'est bon. oui, Merci beaucoup. je... je commence peut-être par une question, si ça vous embête pas. Absolument pas. Alors, c'est pour présenter peut-être un peu, on n'en a pas forcément parlé dans l'introduction, mais vous avez co-réalisé un documentaire avec la cinéaste Anne-Marie Allaire, avec laquelle vous avez un peu construit le projet dès le début. Et donc, ce documentaire, il s'appelle Telling Strings, et il raconte l'histoire de votre famille et de votre père surtout, Elias Joubran, qui n'a pas quitté le territoire en 1948 quand Israël a été créé. Et donc, est-ce que ça, c'est une forme de résistance? Bah, je crois que la génération de mes parents, d'ailleurs, mon père qui est né en 1933 et ma mère 1940, et pour eux, ils ont vécu leur petite enfance courte pendant le mandat britannique. Et tout de suite après, 1948, donc, il y avait l'établissement de l'État d'Israël. Donc, il y avait une guerre et on se réveille, cette jeune génération, avec une nouvelle situation qui commence par un régime militaire qui dure jusqu'au fin des années 60, si je me souviens bien. Et donc, toute la région du Galilée a été quand même contrôlée par ce modèle de contrôle militaire. Ça veut dire qu'il y avait des couvre-feux, il y avait on n'avait pas le droit à la circulation, sauf des permis faits par donc l'armée. Ça rappelle un petit peu notre situation maintenant, mais rien à voir. Non, pas du tout, non. C'est une autre pandémie, si vous voulez, qui dure encore, d'accord? Oui, Voilà. oui. Et Et du coup, enfin, votre film, c'est, enfin, vous l'avez qualifié de musical et de politique, enfin musical parce qu'il parle de votre famille qui est une famille de musiciens, et puis il mêle aussi musique et politique. Alors du coup, est-ce que la musique ou le chant, puisque vous êtes chanteuse, c'est une forme de... Est-ce que vous l'avez pris comme une forme de résistance peut-être aussi? Ou bien vous pourriez peut-être nous parler de votre parcours, quels obstacles vous avez réussi à surmonter, je sais pas. bah, je dois dire que même, je me souviens bien comment mon père décide de enfin, il m'a raconté après, et surtout dans le film, comment lui, il décide de se mettre à la musique, alors que c'était pas vraiment le moment de faire la culture, parce que on avait besoin juste de survivre, à Oui, peine trouver un travail, arriver à construire des familles et être content d'être survécu, dans le sens où, euh, suite à la guerre de 1948, quand même, il y avait pas mal des Palestiniens qui étaient tués. Et sinon, il y avait beaucoup de Palestiniens qui sont partis et sans pouvoir retourner sur leur terrain jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est ça ce qui a créé quand même le fait qu'on a beaucoup de réfugiés palestiniens dans les pays voisins, Liban, la Syrie et Jordanie, et Gaza, après, mais Égypte, c'était quand même un terrain qui n'était pas très clair jusqu'à certains moments. Je parle de la géographie et la division politique dans les territoires. Et, et donc, pour mon père, je pense, si il a fait à sa manière sa résistance, il savait qu'il adorait la musique. Et avec l'installation de ces frontières
entre Israël et les pays voisins, bah, on n'a plus l'accès à la culture directe. Donc, compris l'achat des instruments, par exemple, parce que lui, il a Oui. adoré le oud. Et ceux qui avaient la chance d'avoir un oud avant la fermeture des frontières, bah, tant mieux pour eux, mais sinon, c'est un peu compliqué. Donc, mon père décide, euh, à force des choses, de construire son instrument lui-même. Il décide de faire de la musique alors que c'est un peu trop décadent, un peu hors situation, hors voilà, contexte. Et, je crois qu'il s'est soigné avec ce qu'il a fait. Oui. Sa génération, pas que lui, toute sa génération, ils ont vécu un trauma quand même. Un trauma dans le sens où on a eu peur. Et cette peur-là, je l'ai sentie, moi, à la maison un petit peu plus tard. Il ne fallait pas trop parler, il ne fallait pas parler de la politique. Dans des écoles, dans le village où j'ai grandi, bah, avec les profs, c'était interdit de parler de la politique, de notre situation, de notre identité, de discuter avec eux. Nous sommes qui, à vrai dire? Nous sommes arabes, ok, ben on parle arabe, mais il y a beaucoup de monde arabe autour de nous, mais chacun a une histoire, une nationalité, et nous, on vient de où, en fait? Et ça fait un écho avec le fait que le mot Palestine, qu'on a parlé tout à l'heure, c'était pas dans le dictionnaire quotidien. Et, et donc cet état de peur et de juste être soumis à cette nouvelle situation et décider de faire quand même la musique et construire des instruments. Et je crois que c'était quelque chose d'une forme, d'une résistance culturelle quand Oui. même assez remarquante et assez remarquable, je dois dire. Et j'avais de la chance d'avoir cette ambiance à la maison depuis toute petite. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers les messages que mon père, sans me dire il faut ceci, il faut Oui. cela, c'est juste par le fait qu'il lui il est en train de faire, parce que s'il ne lui fait pas, il ne fait pas, bah, personne d'autre ne fait rien. Ça veut dire on était obligé d'insister sur le fait, si on a une chanson à chanter, si on a une mélopée à composer, à dire, bah, ça dépend complètement de nos propres volontés et oui, volonté. Donc, je crois que c'est pas que moi, c'est pas que enfin, toute notre génération. Du coup, nous sommes la deuxième génération, plus ou moins, après cette construction de cet État. Et, on s'est retrouvés sans beaucoup de choix. Pas le seul choix, c'était de partir. Bah, personne n'a voulu partir. Mon Oui. père n'a pas voulu partir. Il avait ses terrains que lui, il a hérité de son père qui a hérité de mon grand-père. Il y avait des terrains. Les Palestiniens avaient leurs terrains, leurs maisons. Et ceux qui avaient de la chance de ne pas être tués pendant les massacres et les attaques différentes, bah, on avait une seule choix, c'est juste de se taire et de mener sa vie au minimum afin de ne pas être en danger tout le temps. Oui. Sachant qu'il y avait des militants, il y avait ceux qui ont fait les prisons déjà, beaucoup de monde, évidemment, depuis la génération de mon père, en Galilée, mais évidemment dans les territoires occupés en 1967, il y avait une autre situation que nos collègues et nos amis sur cette plateforme ils sont en train de décrire pour nous. Et je crois que oui, cette conscience de l'importance de la musique et de la culture et la décision de la faire à n'importe quel prix. Et moi, je fais partie si vous voulez, voilà, de cette forme Oui. de, si vous voulez, de résistance, si vous voulez, Oui.
Si on voilà, veut mettre une étiquette dessus. absolument. Merci. Et ben, vous avez fait une transition parfaite avec notre prochain intervenant, puisque lui aussi va parler du poids des mots et peut-être enfin, voilà, peut-être qu'une forme de résistance, c'est aussi sortir du silence alors. Et du coup, je laisse la parole à, à Nawal qui va poursuivre cette conférence. Alors, je remercie Camilla pour la réponse qu'elle nous a proposée. Nous allons maintenant passer à vous, Abdel Fattah Abdessour. Vous êtes le fondateur et le directeur, comme dit précédemment, de la Société culturelle artistique Al-Rouad. Vous avez aussi développé le concept de belle résistance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et ce qui vous a forgé cette... Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Abdel Fattah, Abdel Karim, Hassan, Ibrahim, Mohamed, Ahmed, Mustafa, Ibrahim, Mahmoud, Srour, Abou Srour. C'est 11 générations et dont je suis le premier à être né dans un camp de réfugiés qui s'appelle Aïda. Et donc, mes parents sont parmi les 70% des réfugiés qui étaient forcés de quitter leur village. Et leur village était parmi 534 villages qui étaient occupés et détruits par les groupes sionistes en 1948. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse de continuer mes études en France où j'ai fait un doctorat en génie biologique et médical. Je suis resté 9 ans en France, entre 1985 et 1994. Et là, j'ai développé plus mes hobbies comme artiste, photographe, peintre et acteur et écrivain. Et je suis revenu en 1994 en pensant que la Palestine attendait que moi pour la sauver. Alors, j'ai commencé à travailler avec mon diplôme de biologiste pour gagner ma vie, mais à me porter bénévole pour enseigner le théâtre, la peinture. Et finalement, en 1998, j'ai fondé le centre Ar-Rouad, qui veut dire les pionniers en arabe. Ce concept de belle résistance, parce que je considère toute forme de résistance contre l'occupation, l'injustice, l'oppression, la dictature comme un bel acte d'humanité, que ce soit une résistance armée ou non armée. Et ça, c'est un choix légitime de résister l'occupation. Et donc, je me joins à Hicham pour dire qu'il n'y a pas une considération de violence par rapport à la résistance. Elle peut être armée, qu'on est d'accord ou pas avec, et majoritairement, pratiquement 99% des Palestiniens n'ont jamais porté d'armes dans leur vie, mais ils ont résisté en gardant leur humanité, leur culture, leur identité, leur nourriture, leur habits, leurs chansons, leur folklore, leur amour pour la vie et pour les autres, leur diversité et multiplicité, etc. Et donc, le choix de belle résistance était aussi se joindre à cette forme de résistance pour sauver des vies et inspirer l'espoir. Parce que quand j'étais gamin, quand je suis retourné, je trouve des enfants dire « je veux mourir pour mon pays », alors c'est le désespoir complet. Parce que les enfants doivent vivre pour leur pays, ils doivent grandir, ils doivent créer des miracles. Et c'est notre rôle de leur donner des possibilités d'expression pour grandir, créer des miracles, et célébrer ce qu'ils arrivent à faire et non pas marcher dans leurs funérailles. Et donc, je commençais avec le théâtre, parce que je pense que le théâtre est un des plus beaux formes artistiques qui permet une expression, monter la voix comme on le veut, dire ce qu'on veut, être ce qui on veut et construire la paix en soi. Parce que si on n'a pas la paix en soi, comment faire la paix avec quiconque? Et encore une fois, s'exprimer en étant honnête avec ce qu'on veut dire. Parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, comment on peut l'être avec quiconque? Avec la 12e intifada qui a commencé en 2000, et c'était mentionné, il y avait une autre forme de résistance qui était plus armée et qu'il y avait beaucoup
la réponse israélienne était aussi grandie de taille avec des hélicoptères Apache, beaucoup même des F-16 qui ont bombardé des bâtiments, détruit toutes les infrastructures qui étaient créées pendant l'époque Oslo. Et donc, on a ajouté la danse, la chanson, la musique, la photo et le vidéo, pas toujours devant, montrer la Palestine comme on la voit, nous, comme on veut la montrer pour les autres, et non pas juste être le sujet comment les autres. C'est notre propre histoire et n'est pas juste être le sujet des histoires racontées par les autres. Et donc voilà, ça essentiellement le concept. On a commencé à travailler avec les jardins d'enfants, avec les écoles, avec les parents, spécialement avec les mamans, parce que je considère que c'est les femmes qui changent le monde. Donc il était important de leur donner possibilité pour construire la paix dans leur propre maison, pour pouvoir le construire dans la communauté et au-delà. Et puis on a commencé à tourner avec Belle Résistance Mobile, donc avec un minibus, on circulait avec des entraîneurs de théâtre, danse, photos, vidéos, ludothèque mobile, jeu pour que l'éducation soit amusante, aller dans les jardins d'enfants, les écoles, etc., les centres de jeunesse, partout en Cisjordanie, du sud d'Hébron jusqu'au nord de Jénine, jusqu'à l'est à Jéricho. Et c'était d'un côté une autre forme de résistance contre nous comme Palestiniens, mais aussi un acte de résistance contre cette pantustanisation et ségrégation de villes palestiniennes entre elles par les checkpoints israéliens ou par ce mur illégal d'expansion-annexation qui contourne le camp Haïda de Mirador, où il y a des terraires d'élite israéliens, caméras de surveillance et des incursions par l'armée d'occupation israélienne jusqu'à ces jours-ci. Le camp Haïda a été déclaré la zone les plus exposés au tir gaz dans le monde. Et donc, vous imaginez un camp de réfugiés où il y a 6400 habitants sur un espace de à peu près 4 hectares, 2 tiers à moins de 24 ans, et plus de 50% de chômage. Avec le Covid, maintenant, ça dépasse le 90% de chômage. Donc, il y a des défis énormes. Belle Résistance Mobile était ce moyen de se connecter entre nous et d'élargir les possibilités pour des gens, que ce soit dans des écoles ou des centres de jeunesse partout en Cisjordanie, mais aussi au-delà. Donc, depuis l'an 2000, en fait, on a tourné avec nos spectacles en Suède, Danemark, France, Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Et ces tournées sont très importantes parce que ça permet d'un côté à nos jeunes de voir une vie normale dans des pays libres et indépendants, mais ça permet ce genre de rencontres que vous donnez la possibilité aujourd'hui pour qu'on voit qu'on partage beaucoup de choses comme des êtres humains, et ces similarités doivent nous rapprocher les uns les autres, et voir aussi qu'on a des différences. Et les différences, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut jamais avoir, parce que ça nous enrichit, et non pas ça sera une cause de marginaliser les autres parce qu'on est différent. Et qu'on réalise à la fin, peu importe si on est musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou ou athée ou quoi qu'on est, on est des êtres humains à part égale. On partage, on défend ces valeurs, on parle de liberté, fraternité, égalité, justice, paix, amour. C'est des valeurs qu'on partage tous comme des êtres humains. Et donc, il n'y a pas de gens qui sont plus supérieurs que les autres et que chacun est né libre normalement et doit avoir sa liberté en continuité. On ne peut pas légitimiser une occupation illégale. On ne peut pas dire j'ai souffert donc je m'en des autres. Si on est honnête et sincère avec les valeurs qu'on défend, et je pense que l'art, les formes artistiques sont les moyens de mettre les gens à un niveau égal. Quand on lit un livre, quand on fait une pièce de théâtre, on regarde une pièce de théâtre ou un film ou une photo ou une peinture, on ne va pas dire je ne veux pas aimer parce que c'est français ou palestinien ou américain. On aime, on sent combien ça nous touche. Et donc ça, c'est le pont qu'on peut créer ensemble d'égal et égal pour créer un meilleur avenir pour nos enfants et les générations à venir. Un avenir de vie et d'espoir. Et c'est pour ça,
quand les gens viennent en Palestine, ou maintenant avec ce qu'on vit au jour le jour, avec l'occupation qui continue encore plus laid qu'avant, encore plus féroce qu'avant, encore plus colonial qu'avant, encore plus irrespectueux des droits de l'homme et des valeurs humaines et de la communauté internationale. Et avec cette hypocrisie internationale qui juste soit satisfait par condamner la colonisation, condamner la violation d'Israël des droits des Palestiniens, mais ne fait aucun effort pour punir ceux qui dépassent et violent les droits de l'homme. La belle résistance de la communauté internationale, c'est pour ça que j'étais parmi les organisateurs d'une campagne en 2013 à 2015, Bienvenue en Palestine. On a invité la communauté internationale, les groupes de solidarité en France et ailleurs, de venir en Palestine et sur les frontières de dire « je viens en Palestine, je ne viens pas en Israël et ne crée pas 30 000 mensonges pour pouvoir passer les frontières ». Et peut-être vous avez suivi ce qui s'est passé à l'époque, même les Français par exemple, ou les Belges, etc., ou dans d'autres pays, étaient interdits de monter dans l'avion dans leur propre pays sous les ordres israéliens parce que c'était des gens terroristes ou des gens qui vont faire de troubles chez nous. Et donc, ça dépasse les... Et aujourd'hui, encore une fois, depuis 2005, pas mal d'organisations palestiniennes ont lancé l'appel au BDS, encore une autre forme de résistance non armée, humain et non armé ou non violent, comme on essaye de l'appeler, et qui est pour nous un appel à la conscience humaine, pour dire quand on a fait cet appel contre l'Afrique du Sud parce que c'était un état d'apartheid, là aussi pour nous, on considère qu'Israël est un état d'apartheid. Il faudrait que la communauté internationale appelle les choses par leur nom et que, prétend la démocratie et le respect des droits de l'homme, alors il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans cet aspect-là par rapport à la vie des Palestiniens. Mais on est loin d'être à pied d'égalité dans ce monde-là. Belle résistance, ça veut dire être honnête et sincère avec soi-même. Et donc, c'est pour ça, quand on a commencé cette belle résistance, j'ai dit, sans argent, avec argent, on travaille. Parce qu'il fallait être clair. La cause palestinienne n'est pas simplement une cause Je crois bien que vous avez un problème de connexion. Bien, ce n'est que moi. Non, ce n'est pas Non, que c'est effectivement Nawal. monsieur. Malheureusement, un petit souci technique a affecté la présentation d'Abdel Fattah. Bon, je crois que nous allons procéder et il aura le temps de compléter sa partie une fois qu'il sera revenu avec nous. Bah, avant toute chose, merci à chaque intervenant. C'était vraiment très riche en émotions, très instructif et très productif. Vous avez chacun été en mesure d'apporter votre contribution personnelle et d'apporter un plus pour les thèmes que nous avons abordés. Je laisse dorénavant la parole à Safa qui va s'occuper de lire les questions de nos spectateurs. N'hésitez pas à en écrire d'autres si jamais certaines questions vous viennent à l'esprit. Merci beaucoup. Merci Dario. Mais je pense que M. Abdel Fattah Abou-Sourour est de retour parmi nous. Donc, si vous voulez prendre la parole avant de repasser aux questions. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été coupé. Donc, sans argent, avec argent, on travaille pour dire qu'on n'est pas une cause humanitaire tout simplement, mais c'est une cause politique. Et que les Palestiniens ne sont pas pour ça parce qu'on n'a pas de ressources, etc., mais parce qu'on est sous occupation, qui contrôle la vie des gens, qui contrôle qui importe, qui exporte, qui fabrique quoi, qui même tombe amoureux avec qui. Avec cette ségrégation entre la Palestine 48, Jérusalem, Gaza, la Cisjordanie et le monde. Et donc, ceux qui veulent faire la solidarité avec la Palestine,
qu'elle consulte avec nous, nous puissions travailler ensemble, construire des infrastructures, aider les gens à garder leur dignité et non pas nous transformer en mendiants ou en cas charitable. Que les gens désespèrent parce que le changement n'arrive pas vite. Et on n'a pas ce espoir. On a à faire ce qu'on a à faire. Et donc, quand il y a une aide internationale ou une aide collective, ça peut faire les choses plus vite. S'il y a cette insouciance et complicité avec l'injustice, bien sûr, les choses vont prendre beaucoup plus de temps. On est conscient que les miracles n'arrivent Bon, et ben, je pense qu'on l'a perdu de nouveau. Oui, il y a Zoom qui dit la bande passante du réseau de Dr Abdel Fattah est faible. Bon. Mais peut-être, enfin, si je peux, oui, non. Peut-être que si je peux me permettre de demander, enfin, il disait justement, on a bien conscience que c'est pas un miracle. Je me demandais si c'était pas une façon de dire, voilà, on n'est pas, on n'est pas idéaliste. Et voilà, du coup, je voulais peut-être rebondir pour demander à Camilla Joubran ce qu'elle pense de l'idéalisme, peut-être de Monsieur Abousrour, je sais pas. Avant de passer aux questions. Comme ça, on finit un peu, on clôt un peu sur la parenthèse de Monsieur Abousrour. Bah, tout simplement, je peux dire que non, c'est pas l'idéal. On ne parle pas de l'idéal, on parle de quelque chose de vraiment simple. C'est la simplicité, comme on vient d'entendre, de besoins et de droits de chaque être humain, là où il est né, là où il existe, de pratiquer sa vie, tout simplement, et qu'il est empêché tout le temps. Empêché par une situation politique stagnante depuis quand même des décennies et des décennies. Peu importe qui sont les raisons derrière, tout le monde demande, et les Palestiniens demandent une seule chose, c'est d'être vus comme tout le monde. Et que c'est pas un idéal, c'est le ABC de droits de l'homme qu'on a conçu quand même il y a longtemps. Et on est encore en train de discuter ça aujourd'hui dans dans ce présent-là. C'est quand même quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'on attend, enfin, de quoi on parle, pourquoi il faut idéaliser afin de dire « Ah, je suis un être humain, j'ai le droit d'aller à l'école, de soigner mon enfant, de trouver du travail et de faire ma culture et de tomber amoureux avec qui je veux. » C'est pas un idéal, hein. Bah, merci. Nous allons donc reprendre les questions. Safa, je te laisse la parole. Exactement, je reprends le flambeau et du coup, on passe à la partie des questions. Donc, n'hésitez pas à les ajouter sur le chat ou si vous voulez les poser directement, à lever la main et on vous donnera la parole à tour de rôle. Donc là, j'ai deux premières questions de Dana qui dit dans le chat « Bonjour, merci à tous les intervenants pour leurs propos extrêmement enrichissants. Deux questions sur le thème des mobilisations étudiantes. » Donc, je pense que cette question est plus adressée à Madame Dana Faraj. Est-ce que malgré la répression exercée par Israël, il existe quand même des mobilisations étudiantes à l'université de Birzeit? Quelles formes peuvent-elles prendre? Et aussi, que pensez-vous de la mobilisation des étudiants palestiniens de la diaspora et de son rôle dans la résistance populaire? Je réponds directement. Oui, la parole est à vous. Ok, bon, merci Dana pour ces deux questions tellement importantes et très pertinentes. En fait, la résistance des étudiants continue toujours.
Et c'est ça la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de Birzeit presque 90 étudiants en prison israélienne. Et c'est un peu différent ces jours parce qu'il y a des étudiantes, des femmes. Il y a aujourd'hui 5 étudiantes de Birzeit. Et avant, il y avait normalement, il n'y avait pas des étudiantes parce que même l'occupation et la perspective masculine que l'activisme des étudiants est plus important et plus actif que les étudiantes. Donc, on veut que l'occupation aujourd'hui essaye de réprimer toutes les manières parce que quand elle détenir les étudiantes continuent la lutte, même dans les syndicats étudiants. Et parce que c'est la lutte pour tous les étudiants, c'est pas femmes ou aux hommes. Et je veux juste raconter une histoire que moi, j'étais la responsable de la campagne pour le droit à l'éducation. Et j'ai rencontré une étudiante qui était la fille d'un étudiant qui était détenu en 2000, donc la période de seconde intifada. Lui, il était parti de résistance armée. Et sa fille, aujourd'hui, elle est à Birzeit et dans cette campagne pour défendre le droit à l'éducation. Et son père aussi, il a eu son diplôme de master en prison parce qu'à l'époque, Israël permettait l'éducation dans certaines universités et pour certains diplômes. Donc, cette histoire raconte comment on continue, la génération continue la lutte, continue la résistance et pour toujours. Et parce qu'on comprend très bien qu'une partie des conflits, c'est le conflit contre la conscience des Palestiniens, contre la culture, contre l'histoire. Et ça explique pourquoi Israël aujourd'hui ne laisse pas le livre entrer dans les prisons. Donc, si on veut aujourd'hui passer des livres en prison ou des livres académiques ou d'histoire des cultures, il y aura des investigations tellement précises et très précises pour ces livres. Et aussi, elles ne permettent pas à l'université de faire les liens avec ses étudiants pour continuer. Donc, ça empêche les étudiants de continuer leurs études. Il y a juste quelques universités qui permettent l'éducation à distance. Et ce n'est pas facile parce que ça a besoin des téléphones, par exemple, pour soutenir une mémoire. Et ça, c'est passé. Il y avait des étudiants qui ont soutenu leur mémoire sur les téléphones des prisons. Donc, on parle de temps tellement limite et aussi c'est pas permis. Donc, les téléphones en prison sont je ne sais pas comment on dit, mais sans la permission de prison, de l'administration de prison. Et des autres formes de résistance aujourd'hui dans l'université, c'est la continuation, par exemple, de la vie de démocratie à Birzeit en particulier, qu'il y a chaque année des élections pour les syndicats étudiants, que chaque année, il y a la commémoration de tous les jours, les journées nationales palestiniennes, le jour de Nakba, le jour de la terre, les jours de première intifada, seconde intifada, de toutes les journées importantes pour nous. Et pour la deuxième question, en fait, pour moi, c'est la plus importante, comment on peut unifier avec tous les étudiants palestiniens dans le monde. Parce que comme on sait qu'il y a presque la moitié du peuple palestinien à l'extérieur de la Palestine, aux diasporas, dans les camps de réfugiés, en Europe, en Amérique. C'est tellement important de garder cette relation et même d'unifier les objectifs des résistances et de faire des campagnes, par exemple, en parallèle, en même temps, pour les mêmes raisons. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui dans différentes universités. Je connais plein des mouvements et des groupes palestiniens en Europe, en Amérique
qui font cette relation avec cette liaison avec les associations en Palestine, à Birzeit ou l'Université de Jérusalem et aussi les universités de Gaza. Donc, je vois que c'est tellement important et il faut que ça devienne plus fort et plus connecté. Et juste pour dire un mot, que par exemple, aujourd'hui, il y a à Toulouse une campagne pour la solidarité avec les étudiants palestiniens. Et ils ont fait plein d'activités dans différentes universités en France. Donc ça, c'est une manière aussi de faire cette liaison. Merci. Merci pour votre réponse, Dana. J'ai une deuxième question donc, de la part de Salsabil qui dit… Est-ce que je veux juste dire deux points par rapport à ça? Oui, il y a pas Juste par rapport à la question des étudiants. Hein. D'accord, je permets que je serai ballon. En fait, je veux expliquer que l'histoire aussi du mouvement étudiant palestinien, elle est une histoire très politique dans l'histoire du mouvement national palestinien. Par exemple, les groupes comme le Fatah, le FPLP, le Djihad islamique et même le Hamas, c'est des groupes qui ont commencé en fait leurs activités et se rencontrer à l'université. Donc en fait, Arafat, avant de mener et de créer le Fatah, elle avait créé l'Union des étudiants palestiniens au Caire. Pareil, en fait, le FPLP et la gauche palestinienne, elles se rencontraient, ils ont commencé en fait de créer le Front populaire dans l'université américaine de Beyrouth, par exemple. Donc, en fait, cette histoire-là, elle est toujours liée. C'est pour ça qu'Israël réprime toujours les étudiants, parce qu'on ne veut pas que ce travail politique, si on veut dire, mène à la création de nouvelles générations, de nouvelles factions palestiniennes, etc. Donc, Israël n'hésite pas à réprimer les étudiants palestiniens, le mouvement étudiant palestinien, surtout pour ça. Et aussi très bref de parler des étudiants palestiniens dans la diaspora. Le problème qui, en fait, depuis la création de l'autorité palestinienne et la signature des accords d'Oslo en 1993, c'est l'autorité palestinienne qui a remplacé les rôles de l'OLP. Avant l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine, il avait des départements, des syndicats qui étaient affiliés, qui représentaient tous les Palestiniens dans les 4 coins du monde dans la diaspora. Mais depuis 1993, il y a une forme de marginalisation de l'OLP par les dirigeants de Fatah, surtout, qui laissent que ces organisations palestiniennes qui existaient avant et qui ont mené toute la lutte jusqu'à la création de l'autorité palestinienne, il n'existe plus. Donc, c'est tellement difficile. Et ce n'est pas seulement le lien entre les Palestiniens de la diaspora et les Palestiniens dans le territoire occupé, mais par exemple, les étudiants de Gaza sont interdits d'aller faire leurs études dans les universités palestiniennes en Cisjordanie. Et pareil pour les étudiants en fait en Cisjordanie, ne peuvent pas venir faire leurs études à Gaza. Voilà, merci. Merci Hicham pour ces précisions supplémentaires. Donc là, j'ai une question de Salsabil qui dit « Bonjour à tous, merci pour ce thème toujours d'actualité et pour la qualité des intervenants. Question, on sait que les indépendances du Vietnam et de l'Algérie ont été obtenues par la lutte armée et pas seulement par des mobilisations pacifiques. Pensez-vous que la violence et la non-violence s'opposent dans une lutte contre un projet colonial ?» Je ne sais pas qui veut répondre à cette question en premier. Monsieur Abdel Fattah, allez-y. Bon, je pense, merci pour cette question, parce que je ne vois pas d'opposition de tout. Toutes les formes de résistance sont permises pour un peuple sous occupation. La résistance armée est égale à la résistance non armée. Dans tous les pays, il n'y a aucune forme seule ne peut amener à la libération. S'il n'y avait pas des gens qui croyaient à leur cause, s'il n'y a pas des gens qui ne plantaient pas des plantes dans leurs terres, s'il n'y avait pas des gens qui gardaient leur culture, leur identité et la défendaient, la résistance armée tout seul ne peut pas mener à la libération parce qu'il faut construire pour le pays de demain quand elle sera libre. Et donc, toutes les formes ensemble sont légitimes et doivent être accompagnées. Il y a malheureusement, avec l'autorité palestinienne, notre dernier président, M. Abou Mazen, a délégitimé la résistance armée, malheureusement. Et donc,
pour nous, je pense que c'est une faute majeure dans la libération parce que nous, encore une fois, qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la résistance armée, mais c'est un droit légitime et qu'une occupation qui pratique la violence armée contre une population civile essentiellement et se légitimise par l'autodéfense contre cette population qu'il occupe et qu'il opprime, ne peut pas être juste par des beaux fleurs qu'on peut faire la libération. Et donc, pour moi, la libération ne peut pas se faire par une seule forme, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait toutes les formes de résistance qui seront accompagnées. Et les Palestiniens ont maîtrisé l'art de la vie, je pense. Quand Jean Charb a parlé de 198 formes de résistance non violente ou non armée, notre collègue Dr Mazen Koumsiya, qui a dans son livre La résistance populaire en Palestine, et qui est traduit d'ailleurs en français, a énuméré 300 formes de résistance non armée en Palestine. Et donc, il y a une résistance non armée, il y a une résistance armée qui s'accompagne, et je pense qu'on ne peut pas délaisser l'un ou l'autre dans une occupation qui continue. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui veulent ajouter, qui veulent compléter peut-être la réponse. D'accord, c'est moi encore. Alors, je suis en fait tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit Abdel Fattah, Dr Abdel Fattah Al-Sour par rapport à la résistance en fait palestinienne. Soit on est avec la résistance du peuple palestinien, soit on est avec les droits du peuple palestinien et sa lutte, soit on n'est pas. Et souvent, ces gens qui essaient en fait de faire la différence entre qu'est-ce qu'il faut faire les Palestiniens ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'il va vivre en Palestine d'abord et après qu'il se permet en fait à donner des leçons de morale à qu'est-ce qu'ils doivent faire les Palestiniens. De toute façon, la violence, elle est là tous les jours. Les Palestiniens, ils voient les armes, les soldats israéliens, les bombardements, les destructions des maisons. Tout ça, c'est en violence qui subit les Palestiniens. Et je crois que ce n'est pas pour dire qu'est-ce qu'on préfère dans telle résistance ou un autre. Qu'est-ce que nous, on doit construire, surtout, je parle de nous comme des jeunes Palestiniens, c'est la culture de la résistance. C'est ça, qu'est-ce que nous, on doit faire. Donc, cette culture de résistance, après, elle va donner différentes formes. Elle va donner le modèle de qu'est-ce qu'elle fait Dr Abdel Fattah, elle va donner en fait le modèle de qu'est-ce qu'elle fait Camilla, de qu'est-ce qu'elle fait les étudiants palestiniens. Mais nous, on doit défendre en fait cette forme de résistance, quelle que soit. Finalement. Après, si vous vous rappelez, en fait, quand vous m'avez parlé vous m'avez invité pour cette conférence, je vous avais demandé qu'on soit tous les intervenants palestiniens. Ce n'est pas par chauvinisme, c'est parce qu'en fait, tout à fait, je ne voulais pas qu'on tourne dans la discussion autour d'autres choses. Est-ce qu'on soutient le droit du peuple palestinien ou la lutte du peuple palestinien? Qu'est-ce qu'il dit le droit international, etc. C'est toujours bien de donner la parole aux Palestiniens pour qu'est-ce qu'ils disent. La lutte armée, pendant un moment en Palestine, elle était suivie effectivement parce que l'OLP et le Fatah surtout, elle était influencée par le modèle d'Algérie et le modèle de Vietnam. Mais aujourd'hui, en Palestine, personne ne parle de modèle d'Algérie et modèle de Vietnam. On parle plus de l'Afrique du Sud. C'est pour ça que depuis 2005, la société civile palestinienne a lancé l'initiative de boycott, de la campagne de boycott. Et vous pouvez remarquer aussi que même la question de boycott, qu'elle est non violente, qu'elle est citoyenne, qu'elle est tout ce que vous voulez, finalement, elle est refusée par Israël, elle est refusée par certains gouvernements. Ça ne passe pas très bien, par exemple, en France. Vous voyez toujours que ceux qui ne croient pas en fait, dans le droit du peuple palestinien et dans sa lutte, ils vont toujours trouver des moyens, quelle que soit la méthode de résistance que le peuple palestinien va suivre. Merci. Merci, Hicham. Dana, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis bien d'accord avec ce que a dit Hicham et Abdel Fattah. D'accord, merci. Je vais passer du coup à la question suivante. C'est une question de Ahlam qui dit « Bonjour, merci à tous pour ces interventions. C'est une question donc pour Camilla Joubran. Qu'avez-vous voulu exprimer au travers de votre documentaire? Est-ce que rester en Israël, c'est aussi résister ?»
Ok, merci pour cette question. En fait, l'idée à la base de réaliser ce film avec Anne-Marie Haller, c'était d'un côté faire un hommage à mon père, donc luthier et musicien, et il était aussi, il a créé un état autour de lui dans le village situé donc au nord de Galilée. Depuis 1960, je peux dire, euh, il a encouragé beaucoup de monde à pratiquer la musique et à être autodidacte et à trouver leurs moyens d'apprendre la musique, de la pratiquer avec le peu de moyens, ou peut-être le sans moyens, 100%. Je veux dire moyens, ça veut dire les choses que n'importe quel artiste a besoin. Accès à l'éducation, et avoir des lieux culturels pour montrer son art, etc. Donc le film, c'était d'un côté de parler, de laisser le microphone à mon père, de nous raconter comment lui, pourquoi il fait de la musique en fait, pourquoi il décidait de faire de la musique et comment il l'a fait. Et de l'autre côté, et l'autre chose qu'on voit dans le film, c'est comment un petit peu un portrait d'une famille pourrait montrer un petit peu toute une société palestinienne qui vit en Israël. Euh, et donc, et là, ça prend un petit peu le background où ça montre un petit peu la situation sur le gros écran, tout en parlant effectivement de la musique et le pourquoi et le comment. Et dans le film, on va comprendre, parce que mon père dit, bah, oui, évidemment, il préférait de rester sur ces terrains. Et si tous les Palestiniens avaient cette capacité de rester sur leur terrain, ils allaient faire ça c'est sûr. Personne n'a immigré par son propre choix. C'était quelque chose. Et en plus, ceux qui avaient quand même la possibilité de sortir avant d'être massacrés. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de manque de choix vis-à-vis une hégémonie, une force énorme, imbattable de la part de peuples qui vivent, qui ont rien, qui sont pas armés, il n'y a pas un État pour eux, si vous voulez. Et, donc, bien sûr qu'il y a tous ces messages-là. Après, comme tout le monde, il y a des Palestiniens qui décident plus tard de sortir, d'aller faire leurs études à l'étranger. Il y a ceux qui reviennent, il y a ceux qui restent dehors. Je crois que chacun a le droit de mener sa vie comme il veut. Ça fait partie quand même du minimum de droits de chaque citoyen, chaque citoyenne, avec les moyens permis évidemment. Mais si on pose la question aujourd'hui aux Palestiniens qui vivent en Israël, vous voulez vivre ailleurs, enfin, c'est clair que tout le monde va dire très clairement le pourquoi ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez eux, malgré le fait que sur une deuxième couche, ok, ils ne peuvent pas mener leur vie, ils ne sont pas capables de décider leur destin. Ok, ben on fait avec et on vit, on va mener notre vie. On voit aujourd'hui, il y a toute une jeune génération qui sont en train de prendre les choses en main vis-à-vis le désespoir de la génération de mes parents qui m'ont dit quand j'étais petite, toi tu peux rien faire. Ok, c'est vrai que je peux rien faire, mais je peux faire beaucoup de choses. Il y a donc une autre génération, et surtout aujourd'hui, la génération qui a 20, 30 ans, qui sont en train de faire beaucoup des activités, surtout culturelles, et ils sont en train
d'essayer à travers le système dit démocratique installé en Israël, de mener tout ce qui est permis pour eux. Évidemment, il y a beaucoup d'efforts à faire afin d'arriver à achever ou à réaliser un certain rêve, tandis que dans les situations normales, il ne faut pas tant que ça comme effort. Ça, c'est la bataille. Ça, c'est la bataille quotidienne de chaque personne qui habite là-bas sur le terrain. Et c'est la bataille de chaque personne qui a choisi de vivre en dehors de ces terrains, comment faire aussi. Merci Camilla pour votre réponse. Je ne sais pas si les autres intervenants veulent ajouter quelque chose ou si je passe à la question suivante. Ok. Du coup, la prochaine question est de Naila et dit « Bonjour, merci pour toutes vos interventions. Est-ce que Dana Faraj ou Hicham Abou Shahla auraient des conseils de lecture sur la question du militantisme étudiant palestinien ?» En fait, je viens d'envoyer à Naila quelques livres que venus dans ma tête maintenant, mais en fait, la plupart des livres sur le militarisme d'étudiants sont en arabe, malheureusement, et même il n'y a pas beaucoup. Mais je veux penser sur plus de livres et après, je peux lui contacter directement. Merci. Question suivante. Donc, bonsoir, merci pour vos interventions très intéressantes. Je voulais savoir comment vous pensez que le peuple palestinien doit procéder pour remettre en perspective les enjeux de la nation palestinienne en Israël. Netanyahou est toujours majoritaire et la gauche israélienne s'efface d'année en année. Comment sensibiliser un peuple dominant qui semble de moins en moins concerné par la situation de ceux qu'il domine ? C'est une question qui est assez... Je vais essayer, si vous voulez. S'il n'y a personne qui veut aller, quelqu'un qui veut aller, Dana, Dr Abdel Fattah, peut-être. En fait, déjà, comment le peuple palestinien doit procéder. Donc, moi, je crois qu'avant tout, c'est une question aux dirigeants palestiniens. Donc, moi, qu'est-ce que je vous demande? Qu'il aura des élections en Palestine, qu'on peut s'exprimer, des élections chaque 4 ans ou chaque 5 ans, qu'il y a une forme de démocratie, de transparence. Après, ça, c'est en fait, ce n'est pas, je crois, à mon avis, ce n'est pas à moi tout seul ou à certaines personnes de décider comment on doit procéder. Par rapport que... d'accord. Donc, Netanyahou, il n'est pas majoritaire en fait. Contrairement aux apparences, Netanyahou, il fait le même bloc, il fait 25% à peu près chaque élection. Et ça, c'est depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle change? Qui, en fait, l'extrême droite religieuse en Israël, il s'allie avec Netanyahou aujourd'hui. Netanyahou, il a cassé un tabou dans la politique israélienne qui a décidé, en fait, ça c'est depuis des ans, de s'allier avec l'extrême droite israélienne et avec l'extrême droite religieuse. Donc, honnêtement, autant d'un Palestinien, je n'attends pas que ce soit en fait Yair Lapid ou que ce soit Netanyahou, ça ne change pas dans la nature que l'occupation est toujours là, le projet colonial israélien est toujours là, que ce soit, quel que soit en fait en Israël, c'est tout un État colonial qui est là. Et nous, en combattant cette politique, que ce soit Lapid ou Gennetz ou Meretz ou quel que soit, finalement, on a connu qu'est-ce qu'est le Parti travailliste dans les années 90 et on sait qu'ils ont triplé la colonisation en Cisjordanie. Donc, on n'a pas franchement des espoirs atterrés d'un changement en Israël, que ce soit Netanyahou. Si je peux intervenir un peu, je pense que d'un côté, depuis les années 30, ou même avant, après la déclaration Balfour en 1917, et avant lui la déclaration Jules Cambon, ministre des Affaires étrangères français, qui ont promis les Juifs pour un État national pour eux en Palestine, il y avait des manifestations par rapport aux Palestiniens, par les Palestiniens, et je pense Hicham a aussi parlé de la grève de 1900
6, qui était la plus grande longue grève de cette époque. Et après la diplomatie avec l'OLP et les négociations secrètes, et après les accords d'Oslo, après l'appel à la communauté internationale, l'appel de Norwa, les négociations de ce qu'on appelle la paix et les interventions européennes, etc. Donc, les Palestiniens ont allé vers la communauté internationale. Les Palestiniens avaient des liens directs avec les Israéliens et les lois de nationalité israélienne là, mais qui étaient affichées dernièrement comme loi israélienne. Et ce qu'on essaye de faire, nous, de présenter cette autre image de la Palestine qui n'est pas souvent montrée dans le média pour dire qu'on est des êtres humains, qu'on est égal à tous les autres, qu'on garde cette humanité et cette beauté malgré tout ce qui se passe sur nous, qu'on accueille les gens, peu importe leur religion ou leur couleur, qu'on dit et revendique cette diversité de la Palestine avec ses citoyens, peu importe leur religion, et on est fiers de cette diversité qu'on a avec les musulmans, les chrétiens, les juifs, les samaritains, les druzes, etc. On revendique cette différence et on est inclusif dans cette démarche-là. Et on fait appel à cette inclusion de la Palestine et de tous ses citoyens. Mais dans la mentalité, comme a dit Hicham, il y a une vision d'un État sioniste qui n'est que pour les Juifs. Et donc, c'est l'exclusion de tout ce qu'il y a d'autre. Même les citoyens palestiniens de nationalité israélienne, comme les Palestiniens de 1948, n'ont pas des droits égaux. Et ils sont israéliens de nationalité. Donc, comment approcher les autres? On essaye de construire la paix, nous, pour pouvoir le construire dans notre pays, pour nos enfants et dans le monde. Les Israéliens doivent se réveiller en disant, quand on a dit jamais plus, c'est jamais plus contre toute forme d'injustice, et pas seulement contre les Juifs et les musulmans ou contre les chrétiens. Si les Juifs sont opprimés partout dans le monde, je suis juif. Les chrétiens sont opprimés, je suis chrétien. Si les musulmans sont opprimés, je suis musulman. Et je suis musulman. Et je suis le musulman de la Chine aujourd'hui, je suis le musulman à Myanmar aujourd'hui, je suis l'indigène d'Amérique, je suis l'indigène d'Australie, je suis le Syrien, le Yéménite, l'Irakien, tous ceux qui souffrent, on s'identifie avec parce qu'on n'est pas intègre à notre humanité si on n'est pas contre l'injustice partout dans le monde. Et donc, si les Israéliens se réveillent un peu et dire on a ce qu'on a, vous avez allé vivre ensemble. Comment aller vivre ensemble quand il y a l'occupation, quand il y a la colonisation qui continue, quand il y a cette déshumanisation des... Les Palestiniens ont fait beaucoup de pas vers les Israéliens, mais le monde ne simplement avec les bonnes intentions. Il faudrait qu'il y ait des bonnes actions qui accompagnent et les Israéliens doivent se réveiller pour leur propre gré, avant que ce soit pour notre propre gré, pour qu'ils ne perdent pas ce qui reste de leur humanité, si on veut. On ne parle pas au niveau individuel. Il y a probablement des Israéliens qui travaillent pour la Palestine plus que certains Palestiniens. Mais ce n'est pas de dire qu'il y a des Palestiniens, il y a des Israéliens qui travaillent ensemble, donc tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Et ce n'est pas seulement si on travaille ensemble que tout se passe bien. Il faudrait que ça mène à un changement au niveau politique, il faudrait que ça arrête la colonisation, il faudrait qu'il y ait la loi d'apartheid qui s'arrête, il faudrait qu'il y ait la colonisation qui s'arrête et tout ça. Donc on demande aussi beaucoup des Israéliens pour qu'ils fassent l'effort, pour qu'il y ait cette pied d'égalité et cette inclusion pour qu'on puisse construire quelque chose éventuellement ensemble si on va faire aller dans cette démarche-là. Mais dire qu'il y a Israël, qu'il y a la Palestine, mais la Palestine, bon, ça peut être ou ça ne peut pas être, ou autonomie, ou, etc., ça ne peut pas marcher. Et on a vu que les accords qui étaient signés entre autorités palestiniennes ou l'OLP à l'époque et les Israéliens n'ont jamais été respectés. Il y a toujours un gouvernement israélien qui vient pour recommander les nouveaux
de demande palestinien. Et la communauté internationale, malheureusement, appuie, même si ce n'est pas affiché, mais appuie la politique israélienne. Le gouvernement israélien n'est jamais puni avec cette Cour internationale de justice qu'il y aura quelque chose effectif. Mais pour le moment, on n'a pas vu punition directe, d'investissement des gouvernements européens ou autres contre Israël qui se concrétise par dire assez de cette violation des droits des Palestiniens et des accords que vous avez signés avec les Palestiniens. Merci pour toutes vos réponses. On va encore prendre quelques questions. Donc la suivante, c'est celle de Dana qui dit éventuellement une question un peu plus personnelle, si jamais on a le temps. En tant que Palestinien, pensez-vous qu'on peut choisir la résistance et la revendication de son identité, ou bien que c'est quelque chose qui s'impose naturellement sans choix? Moi aussi, je peux prendre la parole un peu. Oui, allez-y. Bon, en fait, je veux aussi commenter sur la question d'avant sur les Palestiniens de 48. En fait, depuis 70 ans, Israël essaie de former les Palestiniens qui vivent en territoire 48 sur un programme israélien qui nie tous les droits fondamentaux des Palestiniens. Et malgré tout ça, on peut voir que les derniers mois, il y avait des mouvements assez grands des Palestiniens en ville palestinienne encore en Israël, entre guillemets, contre la violence des policières et contre les crimes dans la société palestinienne en Israël. Et ça, c'était un grand surprise pour tout le monde parce qu'il y avait des milliers de Palestiniens dans les rues qui lèvent le drapeau palestinien. Et ça, c'est pas quelque chose de simple. Ça dit que les Palestiniens et l'identité palestinienne en Israël est toujours bien claire. Et même si ça continue pour plus d'années, ils sont toujours l'identité palestinienne. Et après, pour cette question, je pense que c'est pas vraiment un choix parce que quand on vit la suppression, quand on vit l'oppression toujours, et dans tous les côtés des vies, on ne peut pas juste rester calme et ne rien faire. Même si peut-être on vit ces jours les mauvais moments de lutte palestinien, même si on voit plein de dépressions, surtout de dépression pour la jeunesse palestinienne, mais ça ne veut dire pas que c'est fini. Il y a toujours un moment de révolution, il y a toujours un moment quand la conscience s'expose et qu'on peut continuer. Et après, je veux aussi commenter pour d'autres questions qui m'ont intéressé sur la normalisation, par exemple, des relations avec Israël de certains États arabes, si ça veut dire un abandon de la cause palestinienne. Et oui, je pense que oui, c'est tout à fait correct parce que on sait que la cause palestinienne n'est pas une cause que pour les Palestiniens. C'est une cause humaine, c'est une cause internationale et c'est une cause qui était le résultat d'un projet colonial et global. Comme j'ai mentionné avant dans mon intervention sur quelques lois britanniques, par exemple, ça c'est une simple, comment on dit, chose qui montre que c'est, oui, un projet colonial global. Et que veut dire aussi que la résistance doit être aussi globale contre cette oppression. C'est pas juste une cause pour nous, c'est pas pour les 13 millions palestiniens, non, pas du tout. C'est vraiment un projet, une lutte et une résistance pour tout le monde, pour n'importe quelle personne qui pense que c'est une cause juste. Et merci. Merci Dana. Est-ce que quelqu'un veut peut-être rebondir sur la question de la normalisation des États arabes avec Israël? Je pense que je peux ajouter que, bon, il y a des intérêts politiques, bien sûr, dans cette normalisation que je ne vois pas personnellement, à part le vœu de M. Trump de faire quelque chose de brillant
pour lui et dit si vous ne suivez pas mes ordres, vous allez perdre vos chaises, essentiellement. Je ne vois pas où il y a un intérêt politique des Émirats ou autres qui n'ont pas de lien direct avec Israël, qu'il n'y a pas de frontières définies avec Israël, qu'ils n'ont fait aucune guerre contre Israël, de faire la paix avec Israël dans qu'ils ont fait, quoi. Il y a des affaires politiques, il y a des affaires, il y a des pressions internationales. La cause palestinienne, la Palestine est un pays arabe palestinien, donc on revendique cette identité arabe et on revendique cette identité humaine aussi, comme a dit Dana. Et donc, il n'y a pas de gens de conscience qui ne peuvent pas s'approprier la cause palestinienne parce que tout simplement, c'est une cause juste et pas seulement pour nos beaux yeux, etc. Et de l'autre, qu'il y a une gap énorme entre le peuple et le gouvernement. Parce que je sais que beaucoup de protestations ont été faites à Bahreïn, dans d'autres pays, etc., contre cette normalisation. Et tout le processus de paix avec l'Égypte, par exemple, ou avec la Jordanie, jusqu'à aujourd'hui, n'a fait pas de normalisation entre les gens, tout simplement. Et qu'Israël, puisqu'il continue sa violation des droits des Palestiniens et cette colonisation et ce système d'apartheid, ne peut pas être toléré vis-à-vis des gens, des Arabes en général, ou même des autres qui viennent en Palestine et voient ce qui se passe, même des Juifs américains ou français ou autres qui aussi ne peuvent pas se fier à Israël en tant que représentant du peuple juif, etc. Si on prend le judaïsme comme une nationalité. J'ai vu une question sur les Samaritains que je vais lancer aussi, parce que c'est adressé à moi. Les Samaritains sont la plus ancienne communauté en Palestine, en fait. Elles sont, elles sont des Israélites, elles se revendiquent comme des Israélites, donc les descendants d'Israël ou Jacob, alayhi salam. Et donc le fils d'Ishaq et le fils d'Abraham. Et vous savez que quand Abraham a eu deux enfants qui sont reconnus, Ismaël qui est le père des musulmans et Ishaq qui est devenu le père des juifs et puis des chrétiens. Et après, certains sont devenus musulmans aussi. Mais ils oublient aussi qu'il y a 6 autres ou 8 autres enfants que personne n'en parle. Et donc, on parle que les fils d'Abraham ou les fils d'Israël, et Israël, bien sûr, a beaucoup d'enfants, mais les Samaritains sont un peuple qui est là depuis 3500 ans en Palestine, qui est resté en Palestine et qui sera israélien ou israélite, il n'est pas juif. Parce qu'il y a une grande différence entre fils d'Israël ou le judaïsme ou les juifs. Et en tant que les juifs ou les Hébraniens, ceux qui ont traversé la mer Rouge avec Moïse, en fait. Donc le judaïsme est né avec Moïse, alayhi salam. Et après, Jésus, alayhi salam, bien sûr, a créé le christianisme et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec le même message de l'islam, parce que pour les musulmans, toutes les religions sont islam à la fin. Et après, bon, ça a changé pendant des temps. Et donc, les Samaritains sont la communauté qui se revendique comme israélite, mais qui se revendique comme musulmans et qui ne s'identifie pas avec Israël. Bien sûr, Israël a essayé de faire beaucoup d'efforts pour inclure cette communauté samaritaine comme israélien. Et donc, il y avait des Palestiniens, des Samaritains qui vivent toujours à Naplouse, dans le mont, j'ai oublié le nom d'ailleurs, et la plus grande, la plus haute montagne à Naplouse, et qui sont là, ils ont même à un certain temps eu la représentation dans le Parlement palestinien. Et il y a une certaine partie parmi les jeunes qui sont allés vers le travail, côté Netanya, je pense,
etc. Elles sont palestiniens, elles sont la plus ancienne communauté en Palestine et elles se revendiquent comme palestiniens. Et pour nous, encore une fois, cette inclusion, on est fiers avec parce que ça fait que la Palestine est une terre de diversité et de multiplicité et d'inclusion et pas d'exclusion. Et on le considère aussi comme égal à tous les autres Palestiniens, qu'ils soient les Palestiniens de 1948 sous occupation israélienne obligés à avoir la nationalité israélienne, ou nos frères syriens druzes dans les hauteurs du Golan, encore une fois, qui se considèrent comme, même s'ils ont la nationalité israélienne, certains, et d'autres pas encore, et tous les autres, etc. Et donc, voilà, les Samaritains se représentent comme israélites et non pas comme juifs, bien qu'elles soient israélites, et elles ont leur propre religion dans Moïse et Shuaïb, alayhim salam. Merci beaucoup, professeur Abdel Fattah. Je ne sais pas si les autres intervenants veulent ajouter quelque chose, peut-être un dernier mot final avant de clore cette conférence. Je parle de la question de la normalisation. D'accord. Désolé, ça va, merci. Alors, en fait, j'évoque que la question elle était est-ce que c'est un abandon de la cause palestinienne par le régime arabe? Au fait, les régimes arabes ne se tenaient vraiment jamais la question palestinienne. Ils l'ont utilisée tout au long en fait, de l'histoire. Et ce n'est pas une question d'abandon ou pas, c'est que les choses aujourd'hui sont plus claires. Ça veut dire ces régimes qu'ils étaient en lien avec Israël de manière ou l'autre en cachette, si on veut dire. Aujourd'hui, ils se réclament qu'ils ont des relations avec Israël. Et c'est tout ça dans une certaine forme d'arrangement, comme il a dit en fait le docteur Abdel Fattah al-Srour, pour garder leur chaise, pour garder leur régime. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout en réformulation de la situation au Moyen-Orient, de l'après-guerre civile syrienne, qu'elle est autour de la question de l'Iran et ces régimes, elles trouvent en Israël l'allié favorable afin de maintenir leur régime en place. Et c'est qu'est-ce que je voulais dire, qui toujours en fait les Palestiniens ne comptaient pas. C'est vrai que ça fait mal en fait de voir des drapeaux d'Israël, les flottes dans n'importe quelle ville arabe. Ça c'est quelque chose qui fait absolument pas. Mais pour être honnête, les Palestiniens n'attendaient pas ni MBZ ni Mohamed VI pour venir libérer la Palestine. On veut libérer la Palestine par nous-mêmes et on n'attend pas vraiment quelqu'un de venir faire le travail à nos places. Merci. Merci Hicham pour ce mot de la fin très clair et très explicite. En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants de ce soir pour leur prestation qui était très enrichissante, super intéressante, et merci pour toutes vos précisions. Malgré la frustration du temps qui nous est imputé, on n'a pas pu aborder plein de choses, mais merci déjà d'aborder ces questions. Merci aussi à mes collègues Dario, Mourjane et Nawal pour l'organisation de cette conférence. Je tiens également à rappeler que la conférence sera disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube EMA Sorbonne si vous désirez la visionner une fois ou partager, donc n'hésitez pas. Et je tiens aussi donc à vous rappeler si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour nos prochains événements, conférences, rédaction d'articles sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, et voilà. Et enfin, un dernier mot de la fin avant de conclure. Donc c'est une petite publicité pour nos partenaires de podcast L'Orient à l'envers qui viennent de sortir un podcast sur la Palestine, donc de la Palestine aux Palestiniens, où ils discutent les réels points focaux d'une médiatisation qui doit concerner donc les Palestiniens. Et loin de parler uniquement de cette communauté par le prisme du conflit, ils ont donné le micro à la jeune génération qui remet en cause de façon permanente les accords d'Oslo. Donc un podcast super intéressant, si vous voulez aller l'écouter, qui est disponible sur leur page Instagram et sur tous les réseaux de diffusion, donc L'Orient à l'envers. Merci à tous encore une fois. Merci d'être restés jusqu'à la fin, malgré le discours de Macron qui a commencé il y a quelques minutes. Et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.